Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième rencontre Réseau Spec Parle-nous. J'espère que vous allez tous bien. Merci d'être présents pour cette deuxième rencontre. Et je vous rappelle un peu l'objectif de notre projet Réseau Spec Parle-nous. C'est vraiment de vous faire découvrir les parcours professionnels et l'expérience en fait spécoise de nos anciens participants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jason Rivet, directeur général de l'Association des étudiants hors campus de l'UQTR, donc l'Université du Québec à Trois-Rivières, si je ne me trompe pas. Effectivement. Et c'est ça. Et c'est également un ancien membre du CA de l'année passée, puis un participant régulier, si je puis dire un abonné de la SPEC, sur lesquels on reviendra en fait sur ses nombreuses participations qu'il a pu faire. Donc, avant de te laisser la parole, Jason, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, c'est Kalani. Je suis la chargée du réseau associatif de l'ASPEC. Puis, je suis étudiante à la maîtrise en sciences politiques à Montréal, du coup, à l'UQAM. En ce qui concernera le fonctionnement de cette rencontre, je l'ai fait en deux temps. Donc, j'ai décidé de faire une première partie sur ton parcours professionnel, Jason. Puis, il y aura une période, en fait, de questions. Donc, des questions sur ton parcours professionnel que je laisserai la place aux invités s'ils ont des questions sur ton parcours. Donc, de pas hésiter, en fait, tout au long de l'entretien, enfin de cette première partie, je vous invite à genre prendre en note vos questions ou alors les garder en tête, puis à ce moment-là, de les poser à Jason vous-même ou alors de les mettre dans le chat si vous êtes plus à l'aise de les mettre dans le chat, puis on les lira. Et la deuxième partie, ça sera sur ton expérience à l'ASPEC, du coup. Et comme la première, bah, après, il y aura une période de questions. Donc, ça sera vraiment la période de questions sur l'ASPEC ou alors un peu plus général si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête. Donc, Jason, je suis ravie de te recevoir pour cette deuxième rencontre et puis je te laisse faire un petit mot d'accueil si tu le souhaites et te présenter brièvement de la manière dont tu le souhaites sans trop entrer dans les détails parce que j'ai beaucoup de questions qui vont suivre. En fait, je suis Jason Rivet, donc je suis un professionnel. Donc, contrairement à plusieurs Spécois ou Spécoises qui sont aux études, moi, je reviens, mais en tant que professionnel. Donc, j'ai un grand amour de l'aspect, donc je décroche pas. Donc, même dans mes courtes vacances estivales, ça me fait toujours plaisir d'aller à l'aspect. Donc, je suis un professionnel du domaine coopératif et associatif. Donc, c'est justement dans des organisations nationales et régionales que j'ai toujours œuvré professionnellement. Et dans le fond, on pourra peut-être l'aborder plus en détail, mais je suis diplômé de l'UQTR, justement avec un parcours en histoire et ensuite en administration des affaires. Donc, un baccalauréat en histoire, un baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise en administration également. Donc, pour les Français, c'est 2 licences, un master. Ouais. Donc, à partir de là, c'est pas mal ça sans entrer dans les détails. Merci à toi. Alors, en me préparant l'interview, j'ai vu que tu avais fait toutes ces formations que tu viens de nommer, donc un bac en histoire, un bac et une maîtrise en administration des affaires à l'UQTR, un certificat en gouvernance des sociétés qui a été fait à l'Université Laval. Donc, c'est vraiment un très, très beau parcours. Et je voulais savoir comment est-ce que tu es venu cet intérêt pour l'administration des affaires. Donc, après ton bac en histoire, comment on chemine de l'histoire euh, à l'administration des affaires. Puis, qu'est-ce qu'on apprend concrètement en administration des affaires pour les personnes qui ne connaissent pas ce domaine? Mhm. En fait, ce qui m'a fait changer de domaine, ce sont les conseils d'administration. Mhm. En fait, j'avais une volonté d'apporter quelque chose à ma communauté. J'avais l'intérêt de m'engager, d'apporter mon énergie justement là où elle pouvait être utile. Donc, j'ai été sollicité pour des conseils d'administration. Et justement, dans mon parcours en histoire et le fait d'être administrateur sur des conseils d'administration m'a donné la piqûre de l'administration parce que je me suis dit, je veux avoir les outils pour prendre des meilleures décisions, pour mieux comprendre justement le fonctionnement d'une organisation et justement pouvoir faire un meilleur travail à ce titre.
Donc là, à ce moment-là, c'est là où j'ai terminé mes études en histoire, que j'ai commencé celle en administration. Et justement, ben, les études en administration, donc il y a plusieurs domaines de l'administration. Il y a par exemple le marketing, les ressources humaines, la finance, la comptabilité. Donc moi, j'ai un parcours plus général, donc on appelle ça du management. Donc le but du management, c'est de pouvoir avoir des notions dans à peu près tous les domaines, sans être forcément spécialiste des ressources humaines ou du marketing, etc. Parce que le but de former des managers, c'est de pouvoir challenger les différents responsables d'une organisation, que ce soit en marketing, etc. Donc, ça fait un profil un petit peu plus généraliste. Donc, le titre officiel du programme à l'UQTR, c'est Entrepreneuriat, innovation et développement des affaires. Donc, justement, des cours sur la créativité, d'idées d'entreprise, comment justement challenger justement des responsables ou encore voir justement à, par exemple, négocier des ententes internationales ou des choses comme ça. Et ensuite, mon MBA, donc mon master, je l'ai réalisé en diagnostic des organisations. Donc, parce que je trouvais cette discipline-là très intéressante parce que le diagnostic d'organisation, c'est de pouvoir entrer dans une organisation et de voir tous les défauts d'une organisation. Donc, de pouvoir passer un peu au rayon X, toutes les problématiques vécues par l'organisation, ses employés, ses collaborateurs, et justement de pouvoir un peu, souvent en tant que consultant, être en mesure d'apporter des solutions, des idées, des conseils pour appuyer la direction, les employés et les dirigeants dans les décisions qu'ils pourraient prendre justement pour développer leur entreprise, pour la sauver, pour la redresser. Donc, et j'imagine que bah, le certificat en gouvernance, ça a été fait en complément de tout ce parcours. C'est en gouvernance des sociétés, donc c'est pour compléter, je pense, tout le parcours de Ouais. l'administration. En fait, la certification en gouvernance de société de l'Université Laval, c'est un programme très particulier parce qu'il s'adresse vraiment aux professionnels avec expérience qui, justement, désirent avoir plus de connaissances sur la gouvernance de société, donc tout le fonctionnement, les rôles et responsabilités d'un conseil d'administration. Et justement, c'est une formation qui m'a été gracieusement offerte par le secrétariat à la jeunesse du Québec parce Ok. que en 2016, le gouvernement du Québec a changé la loi qui oblige maintenant à avoir des jeunes de moins de 35 ans sur les conseils d'administration de sociétés d'État. Par exemple, Hydro-Québec, la Société des alcools du Québec ou encore l'Auto-Québec. Ce sont des sociétés d'État, tout comme la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et le but, c'était de diversifier la composition des conseils d'administration et donc d'avoir des jeunes. Mais comme la formation, la certification coûte environ 20 000 il y avait très peu de jeunes qui avaient accès à ce genre de formation-là. Et donc, le gouvernement du Québec a lancé un appel à candidature pour obtenir cette formation-là gracieusement. Donc, sur des centaines de candidatures reçues, je fais partie des quelques-unes qui ont été retenues comme mon expérience en conseil d'administration et mes reconnaissances avaient parlé pour justement mon expérience en la matière. Bah, félicitations pour ça. Et j'ai vu que en fait, dans ton parcours, tu t'es beaucoup impliqué dans le milieu associatif étudiant, dans des comités au sein de ton université à l'UQTR. L'UQTR, t'es vraiment attaché à cette université. J'ai vu que tu avais beaucoup bah, siégé sur les comités à l'UQTR. Puis là encore, tu es directeur général des associations des étudiants hors campus de l'UQTR. Donc, peux-tu nous en dire plus en fait sur toutes ces implications bénévoles, puis qu'est-ce qu'elles t'ont apporté professionnellement parlant et personnellement parlant aussi, j'imagine? Mhm. En fait, il faut savoir que oui, effectivement, j'ai un grand attachement envers l'UQTR parce que ben, c'est mon alma mater, mais c'est aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle au Québec le réseau des universités du Québec. Donc, le réseau des universités du Québec a été créé justement parce qu'il y avait seulement des universités dans les grands centres urbains qui étaient Québec avec l'Université Laval, Montréal avec l'Université de Montréal et les grandes universités anglophones, mais il n'y avait pas forcément de formation pour les francophones hors des grands centres et ça faisait que l'accès à l'éducation supérieure était réduit pour les Québécois et Québécoises, justement, de ces régions-là. Donc, pour moi, oui, effectivement, l'existence d'un réseau d'universités dans les régions avec la même qualité d'enseignement, avec la même qualité de recherche que dans les grands centres,
c'est important. Ensuite, justement, je me suis impliqué en différentes organisations et associations parce que le but, c'était toujours d'améliorer ma communauté. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc, que ce soit justement avec la Maison des jeunes de Crabtree, qui est un petit organisme dans mon village, ou encore justement sur les comités de l'UQTR, ou encore sur ma Caisse des jardins, qui est justement l'équivalent en France de la Caisse d'épargne. Donc, j'ai été sur le conseil d'administration de ma caisse. Ce sont tous des expériences qui ont pour but, oui, de me former et d'apprendre un petit peu plus, mais aussi justement d'apporter mon apport, mes idées, mon point de vue sur ces conseils d'administration-là. Et justement, c'est toujours dans l'optique d'améliorer les choses parce que souvent, il y a des conseils d'administration, malheureusement, les gens sont un petit peu désengagés, ils ne s'impliquent pas avec autant de temps et d'énergie qu'ils le devraient. Donc, pour moi, c'est important justement d'y mettre tout le cœur que je peux et d'apporter cette énergie-là et ces connaissances-là pour améliorer ces organisations-là parce qu'on en parle peu, mais dans des entreprises à but lucratif, donc des sociétés standards capitalistes, le but de la société, c'est faire le plus d'argent possible. Donc, à partir de là, on ne cherche pas de midi à 14 heures pour savoir qu'est-ce qu'elles font. Mais dans l'associatif, dans les entreprises coopératives, le but, c'est de mieux servir les membres. Donc, oui, on peut générer plus de surplus, oui, on peut générer plus d'activités, on peut développer des projets, mais au final, le but, c'est toujours de bien servir les membres. Et donc, à partir de là, ça a toujours été mon motto. Et comme je suis quelqu'un avec des valeurs très humanistes, etc., donc travailler pour des corporations qui ont pour seul but la génération de profit n'est pas quelque chose qui forcément est dans mon intérêt personnel, d'où justement mon implication et mon travail pour les associations ou encore les coopératives. Mais tu es impliqué dans beaucoup de conseils d'administration. Puis, si je me trompe pas, tu me diras si c'est vrai ou pas. Tu t'es impliqué pendant tes études aussi, pendant tes années d'études. Donc, je sais qu'au Québec, il y a vraiment cet aspect où déjà les jeunes travaillent assez tôt. Puis, lorsqu'on est aux études, de manière générale, les étudiants jonglent entre leurs études et le travail à côté. En France, je pense que il y a aussi des étudiants qui vont travailler à côté de leurs études. Mais je trouve qu'au Québec, c'est beaucoup plus présent. Et toi, tu as fait beaucoup d'implications. Tu as été agent de promotion à l'entrepreneuriat coopératif jeunesse, donc au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Tu as travaillé chez Desjardins comme analyste financier secteur agricole. Tu as été administrateur aussi chez eux. Tu as été aux coopératives et mutuelles Canada. Ça fait quand même beaucoup d'implications. Puis je sais que tu sièges sur d'autres conseils d'administration. Comment concrètement on fait pour réussir à faire tout ça, à gérer en fait son temps d'études, puis toutes ces implications qui peuvent demander aussi beaucoup de temps et beaucoup d'organisation. Mm-hmm. Mais en fait, il faut dire que je suis chanceux parce que j'ai justement énormément d'énergie. Donc, l'énergie est propre à Merci. chacun. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de repos que d'autres. C'est également aussi l'énergie qu'on met dans nos études par rapport au travail, etc. Donc, oui, effectivement, j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études. Donc, dans un premier temps, justement, dans une coopérative agricole dans le secteur quincaillerie et ensuite, justement, comme agent pour le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, etc. Donc, au départ, j'étais à temps partiel à la coopérative agricole pendant mes études en histoire. Mais quand j'ai fini mon baccalauréat en histoire, j'ai obtenu le poste à temps plein pour le CQCM. Donc, c'était un job 35 heures semaine avec justement la représentation territoriale, etc. Et justement, je faisais mes études en administration en parallèle, donc là aussi à temps plein. Et également, justement, pour mes implications, je m'impliquais, comme on dit, à temps plein également.
Donc, c'était de jongler. Donc, quand j'avais des cours durant la journée, par exemple, dans mon baccalauréat, ben, je reprenais le travail le soir pour mon travail rémunéré. Justement, quand j'avais des rencontres de conseil d'administration, ben, je faisais mes lectures ou mes préparations de fin de semaine. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est sûr qu'il y a beaucoup de sacrifices qui viennent avec ça. Donc, je vais pas vous cacher qu'il n'y avait pas énormément de soirées de libre, il n'y avait pas énormément de soirées entre amis ou des choses comme ça. Donc, oui, on fait des sacrifices à travers tout ça, donc de travail, mais en même temps, ben, les gens qu'on côtoie sur les conseils d'administration, ben, on en devient proche, ça lie des amitiés. Donc, à partir de là, ben, c'est des gens qu'on côtoie presque plus que notre famille dans certains aspects. Donc, à partir de là, c'est vraiment de trouver les équilibres. Donc, parfois, dans une semaine, de 8 heures à 22, 23 heures, j'étais occupé toute la journée. J'avais 30 minutes de pause à Ah travers tout oui. ça, donc entre les études, le travail et le bénévolat. Donc, c'est une vie que très peu de gens peuvent supporter et vivre. Donc, je pense pas qu'il faut ériger ça en modèle. Moi, j'ai la capacité de le faire. Donc, ça a été facilitant dans mon parcours, mais c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Il faut aussi le respecter. Donc, mais moi, j'ai toujours eu à cœur de m'impliquer selon la Mhm. capacité que j'avais de le faire. Donc, si j'avais pas la capacité ou l'intérêt même pour un conseil d'administration, parce que parfois on a un intérêt pendant quelques temps, puis après on a moins d'intérêt, on a moins d'enthousiasme à siéger sur un conseil, la mission ou l'évolution de l'organisation nous plaît un petit peu moins, ben, c'est de savoir quitter aussi. C'est de dire, bon, ben, par exemple, ben, je suis d'accord que la mission est fortement intéressante, etc., mais ben, moi, je ne vois plus l'apport que je peux vous apporter. Eh bien, à partir de là, ben, c'est de prévenir, finir son mandat et à partir de là, ben, quitter. Parce que justement, ben, on veut laisser la place aussi à des gens qui ont cette énergie, cet intérêt-là. Et donc, c'est toujours de faire le ménage dans, bon, mais qu'est-ce que j'aime pas, et s'assurer justement de bien pouvoir pallier tout ça. Donc, mais c'est sûr que c'est beaucoup de Ouais. travail. Puis qu'est-ce que tu, ouais, c'est vrai. Puis qu'est-ce que tu apportes aussi au conseil d'administration, à l'organisation, à l'association. Mhm. Donc, mais c'est vraiment pertinent ta réponse. Puis j'aime bien que quand tu soulignes que on donne, enfin, on a la capacité. Puis il faut savoir se connaître. Mhm. Qu'est-ce que je peux donner? Est-ce que j'ai cette capacité, puis cette personnalité pour m'impliquer davantage, ou est-ce que je vais apporter quelque chose ou non à une association? Donc là, je Mhm. m'implique, oui ou non. Puis faut rappeler aussi qu'on essaye de tous faire du mieux qu'on peut. Et Mhm. puis voilà. Euh, Et c'est oui. aussi de savoir quelles sont ses priorités. Donc, Oui. par exemple, Ouais. ben, tu sais, on va pas se le cacher. Ben, par exemple, quelqu'un qui veut passer beaucoup de temps avec ses amis, sa famille, son conjoint ou sa conjointe, qui veut avoir une vie sociale épanouie, etc., ben, c'est sûr que ça laisse moins de temps pour le travail et l'implication aussi. Tu sais, moi, quand je passais mes soirées, c'était en conseil d'administration. C'était pas en boîte avec des amis ou quoi que ce soit. Donc, à partir de là, ben, certains vont trouver que c'est des sacrifices qu'ils ne sont pas prêts à faire. Moi, j'avais pas un intérêt pour ce genre d'activité-là, donc c'était parfait. Et c'est même l'équilibre entre le travail, les études et l'implication. Ben, je sais pour ma part, par exemple, que mes notes au niveau universitaire n'étaient pas aussi hautes que si, par exemple, j'avais plutôt planché temps plein sur mes études, par exemple. Donc, est-ce que j'avais 20 sur 20 dans toutes mes évaluations? Non. Est-ce que j'avais un petit peu en bas de ça? Oui. Mais à partir de là, ben, j'avais l'énergie et le talent pour avoir quand même d'excellentes notes tout en m'impliquant. Et ben, justement, pour ma part, j'ai toujours su que ben, mes implications, le réseautage que j'effectuais dans ces implications-là allait à long terme un petit peu plus payer que simplement d'avoir des bonnes notes.
Donc ça, je sais que chacun a une vision différente sur ces apports-là, sur la manière qu'on a d'étudier. Donc, parce que, par exemple, ben, certains domaines d'études ont justement des parcours très particuliers, par exemple pour des stages de fin d'études qui sont réservés à des plus hautes notes de la cohorte. Donc, effectivement, c'est des domaines d'études où on n'a pas le choix de surperformer dans ces études, ou encore, par exemple, des études en médecine ou des choses comme ça qui sont très, très exigeantes au niveau scolaire. Donc, on n'a pas le choix. Mais en administration, mais on ne va pas se le cacher, il y a beaucoup de la réussite en administration qui passe par le réseautage, par les connaissances complémentaires que tu développes. Et donc, c'était aussi un avantage pour moi que d'apprécier ce genre de volet-là et ben, justement de pouvoir bien y performer, en plus de performer dans mes études, mais pas forcément en ayant seulement des 20 sur 20, parce que mon but n'était pas non plus de faire une carrière académique, mais plutôt une carrière professionnelle. C'est aussi les Merci. choix qu'on Ouais. fait. Mais chacun a aussi les priorités qu'il a et je ne juge pas quelqu'un qui passe 40 heures par semaine dans ses études parce que justement, mais chacun aussi a des priorités qui sont différentes et des objectifs qui sont différents avec justement des programmes particuliers ou des opportunités propres à son domaine qui vont peut-être dépendre des notes. Et donc, ça aussi, c'est un contexte très québécois parce que ici, c'est très axé justement sur les connaissances complémentaires, sur le réseautage, justement, de bien créer son réseau. Mais dans certains pays, par exemple la France, où il y a beaucoup de concours, où justement les connaissances sont mises de l'avant, où justement le but, c'est vraiment de la performance académique, bien, c'est sûr que ce n'est pas un parcours comme le mien qui peut-être performerait le plus dans un système qui est différent de celui du Québec. C'est sûr. Pour revenir un peu plus, sur ton expérience professionnelle, donc brièvement, quelle serait l'expérience, qui t'a le plus marqué et puis qui t'a le plus apporté? Puis, est-ce que tu pourrais nous faire très rapidement, nous en dire un peu plus sur ta première expérience professionnelle? Donc comment était, Jason quand il est arrivé peut-être, pour sa première job? Puis, par rapport à ton dernier emploi actuellement, comment tu as évolué en fait professionnellement parlant? Ben, en fait, l'expérience qui m'a peut-être le plus marqué, c'était justement mon travail comme agent pour le CQCM, parce que justement, le but de cet emploi-là, c'était d'entrer en contact avec des jeunes de 5 à 35 ans pour parler des coopératives, pour réaliser des projets coopératifs avec eux, pour découvrir ce modèle entrepreneurial très particulier que sont les coopératives. Donc, c'est un modèle qui est reconnu internationalement. C'est un modèle entrepreneurial qui a un impact gigantesque pour les populations qui dessert. On peut penser, par exemple, ici au Québec, à Desjardins, qui est une institution financière coopérative et qui, justement, a pour but, justement, de desservir la population en services financiers accessibles, rentables, etc. Et donc, sans les coopératives, le Québec serait peut-être 30 ou 40 ans en arrière de ce qu'on est actuellement. Parce que le modèle coopératif fait qu'il y a une redistribution de la richesse entre les membres. Il y a des services qui sont mieux desservis par les coopératives et donc, ça permet aux populations de s'élever. Donc, justement, de prendre une plus grande envergure et sans les coopératives agricoles, sans Desjardins, sans toutes les coopératives de travail, on n'aurait peut-être pas le Québec qu'on a actuellement et pareil pour le volet international. Donc, de partir, prendre le bâton du pèlerin, d'aller à la conquête des cœurs et des esprits des jeunes pour parler justement de coopératives, c'était quelque chose qui m'a marqué très positivement et qui encore aujourd'hui, je le fais. Donc, je suis un fervent vendu et vendeur du modèle coopératif. Et justement, dans mon premier emploi, euh, j'étais un petit peu semblable à ce que je suis encore aujourd'hui. Donc, je suis quelqu'un de très convaincu. Je suis quelqu'un qui aime avoir justement les meilleures pratiques pour que ce soit dans le travail, dans les implications, etc. Et dans mon premier travail qui était commis de quincaillerie, donc pendant mes études en histoire, j'étais le seul employé qui vendait des parts de membres de la coopérative.
parce que le membership n'était pas obligatoire dans cette coopérative-là, mais si les gens devenaient membres, il y avait droit à des ristournes, à des avantages particuliers, etc. Et en fait, cette part de membre-là, pour les particuliers, coûtait 50 et pour les entreprises agricoles, c'était 1 000 Donc là, à ce moment-là, mais la plupart de mes collègues ne voulaient pas en parler parce qu'ils disaient, ah ouais, mais là, c'est pas notre travail, c'est pas à nous de le faire, etc. Et moi, je disais, ben non, c'est à nous de le faire. Si on a des membres, ça fait vivre l'entreprise, ça fait vivre la coopérative. C'est important, ça fait redistribuer la richesse. Les gens comprennent qu'ils sont dans une organisation dont les pouvoirs sont répartis démocratiquement, etc. Et justement, ben, j'étais un peu seul contre tous dans ce volet-là, parce que les autres voulaient plus se concentrer sur les opérations, faire la facturation, etc. Donc, j'étais un peu là-dedans. Et justement, mais encore aujourd'hui, sur beaucoup d'aspects, je suis quelqu'un qui sort un peu du lot, qui est un petit peu différent sur beaucoup d'aspects parce que, ben oui, par exemple, quand je m'implique dans des associations bénévoles, ben les gens font comme oui, mais tu sais, on est bénévole, on n'a pas forcément à travailler fort ou à faire C'est de la vrai. qualité ou des choses comme ça. Et là, à partir de là, ben moi, je dis, ben non, c'est bien au contraire. C'est parce qu'on est bénévole que justement, il faut améliorer la qualité, il faut faire plus de travail de meilleure qualité pour justement se doter de moyens d'avoir plus d'impact pour nos membres, même avec du bénévolat à la tête de l'organisation. Et donc, à partir de là, ben, c'est sûr que pour beaucoup de gens, tout comme c'était le cas avec mes collègues en quincaillerie, ben, je choque encore beaucoup de gens aujourd'hui. Je choque des pratiques parce que ben, pour moi, c'est important de faire du mieux qu'on peut. Donc, de faire le minimum syndical, comme on dit ici, ben, ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Donc, c'est quelque chose qui a traversé tout mon parcours aussi. Donc, pareil, que ce soit à la coop agricole, au CQCM, chez Desjardins ou encore à Coopérative Mutuelle Canada. Et justement, ben, l'intérêt de s'impliquer, de faire le mieux qu'on peut, ben, ça fait aussi que ben, on a des opportunités qui sont vraiment enrichissantes et qui ouvrent des portes aussi. Donc, ça fait partie un petit peu de, de tous les débouchés qui s'ouvrent au fait de s'impliquer et de donner le 100% de nous-mêmes. Je te remercie, je te remercie pour toutes tes réponses. Je pense qu'on va finir pour cette première partie. Donc, j'inviterai les personnes qui ont des questions sur ton parcours professionnel à lever la main ou alors à écrire dans le chat. Si vous avez des questions à Jason, n'hésitez pas. Oui, Théodora. Bonjour. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Et j'avais une question par rapport à la partie où tu as parlé des sacrifices que tu as fait. Mm-hmm. Par exemple, ne pas sortir en soirée avec des copains ou, je ne sais pas, ne pas aller en événement social pour, euh, pour rester, réviser ou, je ne sais pas, travailler. Et est-ce que maintenant tu es content que tu as fait ces sacrifices est-ce que ça t'a apporté des choses qui ont beaucoup de valeur maintenant? Euh, Mm-hmm. Ben, je peux donner un exemple très concret. La certification en gouvernance de société qui coûte 20 000 je ne l'aurais jamais obtenue si je ne m'étais pas impliqué et autant travaillé sur des conseils d'administration de manière bénévole. Donc, si on dit, bon, ben, j'aurais, par exemple, dû la payer de ma poche, par exemple, quand j'aurais été un professionnel un petit peu plus établi, par exemple, à 40 ou 50 ans, ben, ça m'aurait coûté 20 000 de ma poche, alors que mes implications bénévoles ont fait que je l'ai obtenu gratuitement. Pareil, par exemple, pour justement ma certification en stratégie d'entreprise qui coûtait 6 000 ben, je l'ai obtenu justement encore là gratuitement parce que j'étais très impliqué. J'ai aussi eu des opportunités de participer à des conférences, participer à des événements qui, si je n'avais pas fait ces sacrifices-là, ben, je ne les aurais pas obtenus. Donc, j'étais au congrès de Coopérative Mutuelle Canada à Calgary. J'ai eu la chance
de faire la route jusqu'à Calgary, de Montréal jusqu'à Calgary, en voiture pour rencontrer des coopératives locales avec mes collègues de Coopérative Mutuelle Canada. Ben, c'est des expériences qui sont tangibles et qui proviennent justement de mes implications bénévoles et des sacrifices que j'ai faits pour les avoir. Donc, est-ce que ça vient avec une certaine satisfaction? Oui, parce que je me dis, bon, ben, ça paye. Donc, à partir de là, on obtient des choses qu'on n'aurait pas obtenues. Donc, par exemple, un poste de direction générale ou un poste de cadre à 30 ans, c'est pas forcément commun non plus. Donc, à partir de là, ben, on va se le dire, c'est beaucoup des personnes un petit peu plus âgées qui obtiennent ce genre de poste-là. Pareil pour certains postes sur des conseils d'administration. Donc, à partir de là, ben, est-ce que je pense que ça valait la peine de ne pas aller en soirée quelques fois par année pour passer plutôt du temps sur des conseils d'administration? Ben, pour ma part, je pense que oui. Parce que même au niveau humain, je rencontre maintenant des gens qui sont tellement intéressants, tellement pertinents, tellement qui me challenge au niveau intellectuel, qui me permettent d'agrandir mes horizons parce que justement, j'ai eu accès à ces opportunités-là à cause de mes implications. Donc, est-ce que ça valait la peine pour moi? Oui. Et je pense aussi que c'est peut-être quelque chose que je recommanderais aux jeunes début vingtaine, c'est de dire, des soirées entre amis, est-ce que vous allez vous en souvenir toute votre vie? Peut-être si tu y vas quelques fois par année, mais si tu y vas à toutes les fins de semaine, tu ne te rappelleras probablement pas toutes tes soirées de fin de semaine jusqu'à la fin de tes jours. Donc, à partir de là, moi, j'ai des souvenirs impérissables de plusieurs des activités que je fais grâce à mes implications puis mon travail. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, je pense que oui, mais en fait, tu as eu même les gratifications, je ne suis pas sûre, mais je pense que ça va, d'accord. Au même moment, c'est-à-dire que tu n'as pas eu, t'as pas eu très longtemps des moments où tu t'as pas bien senti pour faire des sacrifices, mais je pensais aussi parce qu'en fait, j'ai une théorie il faut pas seulement étudier et s'occuper des choses les professionnellement dans notre vie, même que j'adore ce que je ferai professionnellement, parce que surtout pour créer des contacts avec les gens. Et en fait, tu as fait ça à partir de tes sacrifices, parce que tu as en fait Et travaillé. justement, j'avais du plaisir avec mes conseils d'administration, et ça, il faut le rappeler. Certaines personnes l'auront remarqué, par exemple, mais quand on a un conseil d'administration, mais on se donne un temps déterminé, par exemple de 2 heures pour une réunion. Mais moi, j'aime toujours discuter, parler après la rencontre parce que justement, les gens qui sont sur la rencontre deviennent des amis. Et donc, à partir de là, oui, ça fait en quelque sorte partie justement du besoin social de rencontrer des gens, d'avoir du plaisir, d'avoir justement un challenge intellectuel. Donc, effectivement, il faut trouver un équilibre parce que, justement, au début de la vingtaine, j'ai eu des idées noires. Tu sais, quand on parle de santé mentale, d'équilibre, etc., j'ai eu une période où, justement, je commençais à travailler à 7 heures le matin et je finissais à 23 heures, minuit. Et c'était pas simple. Donc, j'avais plus d'énergie, j'étais tendu, etc. Donc, oui, il faut travailler, etc. Puis ça, je suis le premier à le dire. Tu sais, est-ce que les gens travaille assez ou s'implique assez, ça dépend aussi toujours de l'énergie. Mais moi, je sais que j'ai atteint un certain niveau aussi où ma santé était sur le point de vaciller et justement, j'ai eu la sagesse d'arrêter ces implications-là. Et quand je vous disais justement de faire des choix dans ces implications, c'est aussi ça. C'est de dire, est-ce que, oui, ça m'apporte du plaisir, mais est-ce que ça met en danger ma santé et mon bien-être? Dans ce cas-là, c'est qu'il faut arrêter ce genre d'activité-là ou, à tout le moins, réduire la voilure. Donc, c'est sûr. Ouais, comme par exemple, tu disais que tu avais 30 minutes de repos. Tu sais, j'ai toujours pris soin de dormir 8 heures par nuit. J'ai toujours pris soin quand même
de rester actif un peu, etc. Donc, ça reste qu'effectivement, c'est peu de temps, mais je trouvais quand même du plaisir puis de la satisfaction dans ces journées-là. Et il y a des semaines où ça faisait ça, mais il y a des semaines où c'est plus relax. Et moi, Ouais, j'appelle ça c'est faire, l'équilibre. faire la C'est ça, patate de sofa. Donc, oui, de lire un bon livre, de regarder des séries, etc., ben, ça prend ça aussi pour la ventilation. Mais c'est simplement que, ben, est-ce que on le fait simplement pour regarder des choses inintéressantes, etc. Ben, on peut se distraire, mais avec des choses intéressantes. Moi, j'aime lire sur l'administration. Ben, j'aime lire sur, par exemple, la gestion philanthropique. Ensuite, je suis capable de conseiller le livre à certaines personnes dans mon entourage, etc. Donc, ça fait partie de mes plaisirs aussi. Donc, est-ce que j'ai des plaisirs atypiques? Oui. Est-ce que ça fait que je suis quelqu'un d'atypique? Oui aussi. Ok, ça marche. Ben, merci pour tes réponses. Merci de la question. Romane, si tu veux y aller. Merci. Moi, je voudrais te demander qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à quelqu'un qui n'a pas tellement d'expérience en conseil d'administration, qui ne sait pas tellement par où se lancer, puis qui n'ose pas simplement à cause d'un manque d'expérience. Ben, je dirais quand même d'y aller. En fait, c'est comme la piscine. C'est qu'on ne peut pas entrer dans la piscine en étant déjà dans la piscine. Il faut se lancer. La plupart des conseils d'administration accessibles à des jeunes sont des coopératives ou des associations. Et donc, à partir de là, il faut aussi choisir une organisation dans un premier temps dont la mission nous appelle. Donc, de dire, bon, mon temps, mon énergie, mon intelligence, si elle est consacrée à cette mission-là, elle me plaît, donc je veux m'y impliquer. Ensuite, c'est justement de voir une organisation dont la taille et les responsabilités sont en adéquation avec le temps et l'énergie qu'on est prêt à y donner. Et ensuite, justement, ben, de s'informer auprès de la direction générale ou de la présidente du conseil d'administration et de dire, bon, ben, moi, j'aurais un intérêt. Est-ce que vous avez un poste ou une place de disponible? Donc, je suis prêt à m'impliquer. Donc, il ne faut pas avoir peur de le faire. Également, il y a des programmes, par exemple, au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, il y a un programme de stage en gouvernance qu'on appelle, qui permet justement de se mettre dans une banque de candidatures et qui permet justement à des jeunes d'aller comme observateurs avec droit de parole, mais sans droit de vote sur des conseils d'administration de coopératives de toute taille. Donc ça permet justement d'avoir une première initiation sur un conseil d'administration sans avoir le poids et la responsabilité de dire, mon Dieu, je prends des décisions importantes qui impactent la vie des gens, les services qu'on offre, etc. Donc, à partir de là, ben oui, on a le droit de s'exprimer sur ce genre de poste d'observateur-là. Et donc, à partir de là, de pouvoir quand même donner notre opinion ou notre input sur justement les informations, les choses comme ça qu'on aurait la particularité d'avoir et que d'autres n'auraient pas. Par exemple, si on est dans un conseil d'administration un petit peu plus âgé, ben, d'avoir le point de vue d'un jeune, c'est hyper enrichissant pour les autres personnes autour de la table parce que justement, ben, si on dessert des jeunes aussi dans la communauté, ben, si par exemple, il y a une association qui n'a aucun site web, pas de page Facebook, pas d'Instagram, pas de TikTok, pas rien, puis qu'ils sont satisfaits de questions actuellement, ben, peut-être qu'un jeune sur le conseil d'administration va dire, ben, peut-être qu'on pourrait réfléchir à des tactiques justement de communication moderne qui ne passeraient pas seulement par le courrier, mais aussi ben, par d'autres méthodes. Donc, d'être jeune, inexpérimenté, ben, ça amène un regard et ça amène une expérience qui est différente de quelqu'un qui est très expérimenté et qui ne voit pas forcément justement ce genre de choses-là. Donc, moi, je dirais plongez, allez-y, choisissez des organisations qui vous plaisent, puis donnez de votre temps et votre énergie quand vous en avez à ce genre d'organisation-là. Et ça peut être hyper différent. Donc, moi, j'ai été impliqué sur des associations étudiantes, j'étais impliqué sur une coopérative financière, j'étais impliqué dans un organisme qui donnait des services aux jeunes, j'étais dans des organisations qui faisaient de la représentation politique et justement gouvernementale pour assurer la place des jeunes dans les lieux décisionnels. Donc, on peut avoir plein d'intérêts et on peut justement les combler avec du bénévolat. Parce que des fois, il y a des domaines particuliers où on dit, ah, ben moi, je ne ferai pas carrière là-dedans, mais ben, c'est une cause qui me touche et donc je peux apporter
mon aide quand même à cette cause-là, mais de manière bénévole. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Roman. C'est plus que j'espère. Tant mieux. Donc, merci à toi, Jason, pour tes réponses. S'il n'y a plus de questions, on va passer à la deuxième partie, donc la meilleure partie sur ton expérience à la SPEC. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que toi, tu as un parcours qui est également riche. Tu as fait beaucoup, beaucoup de choses et tu as fait un parcours très riche à la SPEC. Tu as 4 participations, si je ne me trompe pas, à ton actif, en 2017, en 2018, en 2019 et en 2021. Et le point commun entre toutes ces participations, c'est que... 2022. Ah, 2022 aussi. Donc, ça fait 5. Non, en fait, c'est que l'édition de 2020 a été annulée, faute de COVID, malheureusement. Et l'édition de 2021 à Amiens n'était malheureusement pas ouverte aux Canadiens comme, justement, on était encore en période COVID. Donc, je m'étais inscrit, je voulais participer, malheureusement. Donc, les éléments COVID ont fait que je n'ai pas pu participer. Donc, mes participations en 2017 à Prague, Montréal en 2018, Toulouse-Bordeaux 2019. Pause pandémique et retour en 2022 à Québec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un point commun à tout ça, c'est que tu as toujours été dans le groupe social et démocrate, socialiste et démocrate. Pour quelle raison? Pour quelle raison juste ce groupe-là, il va avoir voulu changer de famille politique? En fait, il faut savoir qu'à l'aspect qu'on a 2 choix. C'est soit on... Non, 3 choix. C'est soit on se fait imposer un parti, peu importe qu'est-ce qu'on a choisi, parce que malheureusement, il faut distribuer les eurodéputés. Donc, à partir de là, il faut prendre qu'est-ce qu'on nous donne. Ensuite, il y a des gens qui choisissent un parti qui est contraire à leurs opinions, parce que pour eux, c'est plus facile de bien défendre des idées qui sont justement à l'opposé d'eux parce qu'ils rentrent dans un personnage. Et donc, justement, ils connaissent aussi les failles des discours de leurs propres idéaux. Donc, à partir de là, c'est plus facile de se contrer soi-même, comme on dit. Et ensuite, il y a des gens qui choisissent selon les familles politiques auxquelles elles appartiennent. Donc, pour ma part, j'ai toujours aimé les sociaux-démocrates parce que dans un premier temps, comme c'est le deuxième parti en importance et qu'il faut beaucoup de monde dans les sociaux-démocrates, j'étais à peu près sûr de jamais changer de parti parce qu'il faut simplement bourrer le parti, comme on fait, admettons, avec le PPE, parce qu'il y a beaucoup de place à combler. Et donc, quand je savais que si je choisissais les sociaux-démocrates, j'étais à peu près sûr de jamais passer d'un parti à l'autre dans les changements préalables à l'assimilation qui arrivent parfois quand on a des désistements ou des changements. Donc, ça, c'est le volet très technique, très simulation parlementaire. Et deuxièmement, les sociaux-démocrates font quand même partie de mes valeurs personnelles. Donc, c'est un point de vue que je suis capable de défendre aussi. Mais c'est sûr que ça a été des expériences parce que, par exemple, à Prague, la gauche canadienne et la gauche européenne, ce n'est pas la même chose. Donc, à partir de là, il y a des idées, par exemple, sociaux-démocrates qui sont de gauche, mais qui sont, par exemple, justement très socialistes. Donc, par exemple, socialiste à la française, etc., avec une très grande intervention de l'État ou des choses comme ça. Alors que, par exemple, ici au Québec, on a justement une gauche qui est parfois un petit peu plus communautaire, qui justement, oui, se repose en partie sur l'État, mais on est plus libéral en ce sens-là que la gauche européenne sur certains aspects. Donc, ça a été justement un choc de découverte même à ma première spec parce que justement, moi, j'amenais des éléments de gauche, mais de gauche libérale. Et donc, à partir de là, mon chef de groupe avait dit « Ah, ça ne respecte pas forcément comme qu'est-ce que nous, on fait en gauche européenne. » Donc là, c'est des apprentissages parce que justement, oui, tu connais un petit peu les différents partis, tu connais les lignes politiques, mais tu apprends un petit peu plus finement, justement, les différentes orientations en faisant l'aspect, justement, et c'est pour ça qu'on l'a fait, c'est pour découvrir aussi des systèmes qui ne sont pas les nôtres en tant que Québécois et Canadiens. Et justement, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à faire le SCD, donc j'ai simplement continué parce que c'était dans mes valeurs et que justement, j'avais beaucoup de plaisir à être dans les sociaux-démocrates.
Parfait. Tu as été eurodéputé, président de commission, chef de parti politique. Quel est le rôle que tu as préféré et pourquoi? Puis, pour toi, est-ce que tu pourrais me donner, pardon, 2 compétences pour être un bon chef de parti politique et 2 valeurs qui te viennent en tête? Mhm. Euh, Ma meilleure expérience en termes de poste à responsabilité, ça a vraiment été justement le chef de groupe. Parce que la présidence de commission, j'avais, et certains anciens participants pourront en témoigner, donc j'avais une commission qui était assez rude, donc très technique, avec beaucoup de juristes. Donc, j'ai rien contre les juristes, mais à l'aspect que les juristes sont des gens qui plongent beaucoup dans le texte et qui sont très tatillons sur les formulations, sur comment justement la phrase doit s'écrire, comment l'amendement doit s'écrire. Et justement, ben, c'est des gens qui aiment le débat aussi. Donc, ça fait des gens qui sont très tatillons et dans le débat. Et donc, j'avais une commission qui était, je ne veux pas dire difficile, mais disons qui était un petit peu plus complexe que, par exemple, celle de mes compères. Et donc, malheureusement, j'avais été obligé d'être très, très rigide en tant que président de commission. Et donc, certains anciens participants pourront s'en rappeler. Donc, ça avait fait justement beaucoup de bruit à cet aspect-là parce que justement, les gens me trouvaient très ferme. Donc, les gens, justement, avaient même des surprises quand ils me rencontraient en dehors de la commission, donc dans les activités en soirée, quand on discutait ou encore dans les négociations, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très axé sur le compromis, sur la discussion, etc. Et là, ben, j'étais très ferme et très cassant dans la commission en tant que président de groupe avec des tours de parole, avec justement des stratégies très fermes, parce que ben, sinon, il y avait beaucoup de débordements puis beaucoup de gens qui s'emportaient. Et donc là, à ce moment-là, ben, il y avait certaines personnes justement qui disaient Ah, mais Jason, c'est pas un trou de cul en fin de compte. C'est pas quelqu'un d'hyper ferme et rigide, etc. C'est quelqu'un de sympathique en dehors de son rôle de présidence. Donc, à partir de là, ben, effectivement, ça avait été une expérience que j'avais appréciée parce que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié cette expérience-là, donc qui avait été très enrichissante. Mais c'est sûr que quand j'ai fait chef de groupe en 2022, j'ai eu beaucoup plus de plaisir parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus, justement, mouvant, un petit peu moins ferme, etc. Et justement, ben, on vieillit, on apprend, puis j'ai eu des collaborateurs et des collaboratrices, justement, dans les sociodémocrates en 2022. C'était exceptionnel. Je pense qu'on avait vraiment une équipe extraordinaire dans le parti. Donc, c'est une très, très belle expérience que j'ai vécue. Des gens qui arrivaient préparés, des gens qui voulaient justement travailler fort, qui voulaient arriver à l'aspect justement avec quelque chose de concret. Donc, pour moi, ça fait partie de mes valeurs d'être préparé. Donc, ça a vraiment été un grand plaisir. Ensuite, au niveau des compétences et des qualités qu'il faut avoir, par exemple, pour être chef de groupe, je vous dirais beaucoup d'écoute. Parce que les gens, notamment les nouveaux Spécois, ont besoin justement d'exprimer leurs craintes, d'exprimer les appréhensions qu'ils ont. C'est la première expérience parfois qu'ils ont d'une simulation parlementaire. Et donc, il faut être à l'écoute des gens. Parce que c'est là où on comprend un petit peu mieux les réalités des gens. Chacun a un parcours différent. Et donc, de dire quelque chose à une personne, l'autre personne va peut-être pas comprendre la chose que tu as dite de la même manière que toi, tu voulais le dire. Et même entre deux personnes différentes, c'est de jouer les conciliateurs puis d'avoir une écoute et justement de pouvoir un peu comprendre, d'avoir de l'empathie, d'avoir une compréhension. Donc, ça, c'est le premier élément. Et ensuite, j'irais d'être quelqu'un qui travaille très fort parce que chef de groupe, on doit lire tous les textes de l'ASPEC, on doit comprendre les règlements de l'ASPEC, donc le RIPES, on doit pouvoir interagir avec les autres chefs de groupe à haut niveau aussi pour avoir des amendements, avoir des compromis. On doit aussi pouvoir être en mesure de comprendre et suivre le travail de nos eurodéputés dans leur commission parce que ça arrive que
même en ayant bossé très fort, ben, il y a des blocages dans certaines commissions parce que ben, les sujets portent, par exemple, moi, j'étais chef des sociodémocrates, donc il y avait un texte particulier qui tournait plus vers la droite. Ben, c'est d'outiller et justement de bien travailler avec nos eurodéputés pour qu'ils puissent communiquer, pour qu'ils puissent apprendre, etc. Et donc, il faut avoir beaucoup de travail et beaucoup de présence pour justement assurer, pour moi, le meilleur travail possible. Puis de justement, de dire, bon, ben, oui, j'aimerais continuer à parler en soirée, de refaire le monde, comme on dit, mais il faut aller travailler sur des amendements, il faut aller justement préparer ces commissions du lendemain, de pouvoir répondre aux questionnements de nos eurodéputés. Donc, c'est un travail qui est quand même assez volumineux à faire en tant que chef de groupe. Donc, tu ne serais pas le type de chef qui, lui, part en soirée, qui arrive à jongler, à avoir sa cohésion d'équipe, à faire passer, à être à l'écoute, puis qui va en soirée après, et puis le lendemain, il revient, et il est quand même toujours en Ben, forme. j'allais aux soirées, mais est-ce que je restais là jusqu'à 2-3 heures du matin? Non, je quittais Ouais. vers minuit et demi, 1 heure du matin dans le maximum parce que justement, ben, je voulais être reposé. Donc, tu sais, le sommeil, on en parlait tantôt, mais c'est important. Donc, d'avoir au moins 6 heures de sommeil bien tassé. Donc, c'est quand même important. Puis, ben, veut pas à l'aspect, ben, parfois, on a aussi des voisins de chambre qui font du bruit. Donc, à partir de là, ben, ça fait en sorte qu'il faut trouver le repos où on peut l'avoir. Donc, ça fait partie de la réalité des simulations. Donc, La belle spec. C'est vrai que le SND, enfin la socialiste et démocrate, ont eu un peu de difficultés l'an passé avec le PPE, avec d'autres grands partis qui ont été présents. Donc les jeux de simulation, c'est vraiment intéressant. On ouvre beaucoup de liens, puis on s'amuse également beaucoup. Dans mon précédent entretien avec William Lawless, ce dernier me disait que l'aspect lui avait permis de vivre une belle expérience humaine, donc de créer des liens avec les personnes à travers le monde. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Puis quel élément tu rajouterais à ce qu'il a dit? ben, Lawless avait mentionné comment justement l'aspect crée des amitiés et même justement des couples qui en étaient issus, Oui. certains s'y étaient rencontrés. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, c'est vraiment une expérience humaine qui est pour moi très enrichissante parce que c'est rare Mhm. les moments dans une vie où on passe une semaine, 24 heures sur 24 avec des gens. Donc, c'est très rare. Souvent, on a soit des collègues de travail, d'implication, etc., qu'on voit quelques heures par jour. Et encore là, on fait d'autres tâches. On n'est pas tout le temps en interaction. Mais l'aspect, qu'est-ce qui est très particulier, c'est que tu es toujours avec les mêmes personnes, avec les gens de l'aspect, les Spécois. Et donc, tu manges avec eux, tu dors avec eux, tu fais des activités avec eux, etc. Donc, à partir de là, ben, ça fait une cohésion et des rencontres qui sont très particulières parce qu'en une semaine, tu en apprends plus sur certaines personnes que des années d'une relation d'amitié normale. Donc, il y a des études qui disent que pour créer une amitié, ça prend environ 200 à 300 heures pour justement créer une amitié solide, etc. Et ça prend environ 1000 heures d'interaction sociale pour créer une amitié qui jamais ne s'éteindra. Donc, une amitié à vie qu'on appelle. Donc, à partir de là, ben, Ouais. Hein? Sur toute une semaine, on les a, les Miller, enfin Ben, c'est les... ça, c'est qu'en une semaine, calcule le fait de dormir 5-6 heures par nuit, là, donc tu n'interagis pas avec les autres pendant ce temps-là, mais ça fait que sur 24 heures par jour pendant une semaine, les quelques centaines d'heures pour créer des amitiés, tu les obtiens. Donc, c'est presque instantané. En une semaine, tu obtiens des amitiés qui te marquent et qui développent. Puis, moi, qu'est-ce que j'ai toujours apprécié de l'ASPEC, c'est justement les débats et les rencontres qu'on y faisait parce que l'ASPEC réunit des gens qui sont très intéressés à la politique, à l'actualité, qui sont très intelligents aussi, qui
qui ont été sélectionnés aussi pour leur intérêt de haut niveau envers justement, que ce soit les sphères de pouvoir, les fonctionnements justement parlementaires, etc. Et moi, je retrouvais à l'ASPEC quelque chose qui était unique justement aux simulations parlementaires, c'est-à-dire justement le bouillonnement intellectuel et le bouillonnement justement qui vient avec ça. Donc, quand je travaillais par exemple à la quincaillerie, ben, c'est pas non plus un milieu intellectuellement hyper stimulant, etc. Et même dans les classes ou dans les cours, tu n'es pas forcément stimulé de manière extraordinaire par tous tes cours, par toutes tes leçons, par tous tes devoirs, etc. Et donc, d'arriver à l'ASPEC, moi, j'appelais ça ma bulle d'oxygène. Tu arrives et là, tu as un effet wow, tu fais comme wow, là, j'apprends beaucoup, j'ai beaucoup d'intérêt, etc. Donc, Oui, il y a de l'apprentissage, c'est dynamique aussi, puis c'est très intense. On en parlait aussi avec William, c'est sur une semaine, on ne s'arrête pas. Et Puis on souvent, est... ça vient avec un voyage qui est unique aussi. Tu Ouais. sais, mon premier voyage en Europe de l'Est, à Prague, c'était avec la SPEC. Tu visites une nouvelle ville, tu rencontres des nouvelles personnes, tu rencontres des nouvelles cultures. Et il y a un choc de culture aussi. Donc, d'interagir avec des Français, des Allemands, des Italiens, des Belges, etc. Chacun a aussi sa configuration mentale, intellectuelle, de travail, etc. Ben, travailler avec des Allemands et travailler avec des Français, c'est pas la même dynamique, je peux vous le garantir. Donc, à partir de là, ben, ça fait en sorte que tu as encore plus de découvertes parce que ben, tu apprends un petit peu plus sur ces cultures-là, sur comment justement interagir avec elles, etc. Donc, c'est vraiment un très beau bassin d'apprentissage. Les Français, est-ce qu'ils sont toujours en retard ou pas? Non, ça c'est pour la petite blague. Mais ça, il y a un Petite dicton blague. qui dit le 15 minutes de retard spécois. Donc ça, tu as le 15 minutes spécois de retard parce que les Spécois, parfois, ben, font la fête énormément et donc ils se lèvent un petit peu plus tard pour le réveil. Donc à ce moment-là, ben, ça retarde un petit peu les activités de la simulation. Donc ça vient avec et ben, on doit se l'avouer, il y a certains groupes ethniques qui sont plus à propos de respecter ce genre de délai-là que d'autres. Donc, certains, justement, sont très ponctuels, très à l'heure. Ça dépend aussi des personnes. Il y a des gens qui sont fêtards dans toutes les nations et tout ça, donc il n'y a pas de discrimination. Donc, mais à partir de là, ben, effectivement, il y a des grandes ficelles qu'on voit au fil de la semaine se dessiner. C'était ma petite blague. Tu as été, oui, tu as été chef de la délégation de l'UQTR et puis là, tu seras encore chef de délégation. Je sais qu'il y a quelques chefs de délégation parmi nous. Quel conseil, en fait, tu donnerais aux chefs de délégation? Un conseil qui te vient en tête La même chose que le chef de groupe, c'est d'être à l'écoute de ses participants et d'être à l'écoute de leurs besoins. Parce qu'encore là, c'est la même chose. Oui, on a besoin d'écoute et d'attention à l'aspect, mais on a besoin d'écoute et d'attention avant l'aspect pour se préparer, que ce soit dans les formations, dans les achats de billets d'avion, dans la préparation logistique pour faire l'aspect, pour souvent voyager outre-mer, etc. Souvent, c'est parfois une première expérience outre-mer pour plusieurs participants. Donc, c'est d'être à l'écoute de leurs besoins et justement de travailler pour écouter et justement travailler fort pour aussi obtenir le financement, les appuis nécessaires pour avoir le meilleur spec possible au plus bas coût possible aussi pour les participants. Et est-ce que tu pourrais me donner une raison pour laquelle il faudrait s'impliquer sur le CA de l'ASPEC? Parce que tu as également été dans le CA, puis cette année, tu es notre consultant externe. Donc, une raison pourquoi s'impliquer dans le CA et une autre raison pourquoi il faut participer à l'ASPEC. Il faut s'impliquer sur le conseil d'administration pour justement continuer l'ASPEC. Et c'est plate de même, mais s'il n'y a personne qui veut s'impliquer bénévolement, qui veut mettre de l'énergie, mettre du temps, mettre de l'intelligence au service des autres, ben, cette expérience extraordinaire-là, ben, elle n'existera plus. Et donc, à partir de là, ben, c'est aussi là où c'est important d'avoir des gens compétents, dynamiques, qui ont des connaissances, qui ont des capacités de travail, qui peuvent répondre aux besoins de leurs tâches. Et donc, c'est important de s'impliquer. Et notre ami Rémi Carton, donc salutations à lui s'il écoute cette diffusion, a déjà dit, la SPEC a tenu sur
à bout de bras sur certaines personnes, membres du conseil d'administration, et on est les héritiers d'une organisation qui en est à plus de 20 ans d'existence parce que justement, il y a des gens qui ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de patience et d'énergie pour concrétiser ça. Ça vient avec beaucoup de sacrifices sur certains aspects, mais ça vient aussi avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup de satisfaction du devoir accompli, avec le fait de voir justement les Spécois être présents et avoir du plaisir à la SPEC. Moi, quand j'étais sur le conseil d'administration l'année passée, puis justement, les autres membres du conseil d'administration pourront en témoigner cet été quand ils participeront à la SPEC, mais en tant que membres du conseil, de voir les gens s'amuser, de voir les gens interagir, de voir les gens réaliser la SPEC, c'est la plus grande récompense qu'on peut avoir, c'est de dire tout ce travail-là, ces efforts-là, avaient pour but d'amener les gens à la plus belle expérience possible. Et souvent, dans bien des cas, c'est le cas. On y arrive. Et donc, pourquoi on devrait faire la SPEC? Bien, pour la même chose, pour le travail intellectuel, pour l'expérience, pour le fait de découvrir des nouvelles personnes, de découvrir des nouvelles nationalités, des nouveaux ressorts intellectuels, de découvrir sur la politique européenne. Moi, je suis québécois-canadien. Les instances européennes, on ne les apprend pas non plus dans nos cours forcément, sauf si on est en études internationales. Et donc, à partir de là, ben, c'est autant d'apprentissage, puis de connaissances et de rencontres que moi, je conseille à tout le monde dans mon entourage de le faire. Donc, je suis un grand promoteur de l'aspect qu'il y ait des expériences de simulation parlementaire pour ça, parce que ça apporte beaucoup aux gens qui les réalisent. Donc, pas seulement l'aspect, pour les autres simulations aussi, mais particulièrement l'aspect parce que c'est une expérience qui est justement interculturelle, qui de partage, etc., qui est très particulière. Donc, je le conseille. Oui, merci à toi pour ces réponses. Ma dernière question pour cette partie avant de passer à la période de questions rapidement. Puis je sais que j'ai pris pas mal de temps pour cet entretien, mais tu as vraiment un très, très beau parcours et très enrichissant. Donc je me dis qu'on met le temps qu'il faut pour pouvoir passer à travers cette expérience-là. Merci déjà à toi. Donc ma dernière question, c'est mon invité précédent, encore une fois, m'expliquait qu'il souhaitait, en fait, par rapport au réseau des anciens, qu'il souhaitait qu'il y ait un peu plus d'événements de type un peu 5 à 7 ou qu'on puisse un peu garder le contact entre nous. Toi, quelles seraient tes attentes concernant le réseau des anciens? Puis, selon toi, quelle est la raison pourquoi faudrait être membre de ce réseau? Quelle serait la raison pour laquelle il serait intéressant d'être membre du réseau des anciens? Moi, j'ai toujours vu le réseau des anciens comme aussi une plateforme d'échange et justement d'entraide. Donc, William Lawless a raison quand il dit qu'on devrait plus se réunir, mieux se découvrir, même entre les générations de Spécois, parce que je connais les générations de Spécois qui ont été à la SPEC avec moi, mais je ne connais pas forcément celles qui m'ont précédé. Donc, d'avoir ces échanges-là sont toujours enrichissants. Et ensuite, de dire, ah ben s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, s'il y a quelqu'un qui a une difficulté, etc., ben il y a un réseau de gens compétents, formés, impliqués, qui sont disponibles et c'est un réseau d'entraide. Parce que, ben, encore là, quand j'ai voyagé pour Toulouse-Bordeaux pour la SPEC, ben, j'ai été accueilli par un Spécois, donc par Rémi Carton, justement, qui m'a accueilli chez lui avec beaucoup de générosité. Ben, c'est ça aussi l'aspect de dire, bon, ben, j'ai un canapé, j'ai un lit supplémentaire, j'ai un petit peu de temps pour te faire découvrir ma ville. Si tu veux faire un peu de tourisme ou je te conseille les meilleures attractions, quoi que ce soit, ou ah ben là, tu arrives dans mon pays comme immigrant ou quelque chose comme ça. On l'a vu avec certains Spécois qui sont rendus au Québec, au Canada, qui ont eu certaines difficultés. Ben, les autres Spécois étaient là pour les aider dans leur démarche, que ce soit d'immigration, que ce soit pour se trouver un logement ou quelque chose comme ça. Et donc, je pense que le réseau des anciens est très riche pour ça. Parce que justement, ben, de dire oui, quand on fait du tourisme, on a plein d'amis à l'international, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi des liens de solidarité qui se tissent à travers ça.
Ben merci à toi. Ça conclut un peu notre entretien ensemble. Puis, bah, je vous invite pour les anciens Spécois aussi qui nous écouteraient, qui écouteraient cette diffusion, à rejoindre le réseau et puis de ne pas hésiter à l'utiliser. Donc, comme Jason le disait, c'est vraiment un réseau d'entraide où on partage. Donc, n'hésitez pas, s'il y en a qui passent au Québec, de l'inscrire, de le dire, ou inversement, des Québécois qui vont en Europe. Donc, n'hésitez pas en tout cas, le réseau des anciens est là, puis j'espère qu'il restera et perdurera. Donc, je pense que ça va clore mes questions pour ma part. Et je vous laisse la parole si vous avez d'autres questions. Je sais que Théodora, t'avais levé la main, t'avais une question, si tu veux y aller. Merci. Oui, j'avais une question par rapport à ta préparation à l'aspect, surtout quand tu connaissais pas trop bien le fonctionnement du Parlement européen. Combien de temps tu as commencé à te préparer avant l'aspect? Comment tu t'as préparé? Mhm. Mais en fait, ma préparation est un peu quotidienne dans le sens où je me tiens au courant de l'actualité européenne. Donc, par exemple, je lis des articles ou je regarde des vidéos de résumés politiques, etc., sur les affaires européennes. Donc, par exemple, sur YouTube, il y a une très belle chaîne qui s'appelle Pure Politique, qui justement résume l'actualité politique française et justement de faire un petit peu cette recherche permanente de l'actualité européenne. On l'a vu aussi avec l'Ukraine, avec tous les enjeux reliés, par exemple, aux éléments d'énergie, etc. Donc, de se tenir au courant des enjeux à travers l'actualité, pour moi, ça fait partie de mes habitudes. Donc, moi, je passe 1 heure à 1 heure et demie par jour à lire l'actualité, justement pour avoir le meilleur portrait, oui, des impacts sur mon travail, donc professionnel, mais aussi sur mes implications bénévoles et sur mes engagements dans les simulations. Et justement, d'avoir la curiosité d'en apprendre plus, etc., d'aller sur YouTube pour découvrir, etc. Donc, tu sais, j'avais cette curiosité-là. Ensuite, ben, c'est sûr qu'il y a un travail qui est fait pour l'aspect de donner des formations aux participants, mais c'est de participer à ces formations-là, c'est d'être présent, attentif, poser les questions qu'on a pour justement obtenir les réponses. Et ça, c'est toujours le devoir de l'apprenant aussi, parce que en tant que, par exemple, si on donne une formation, ben, on passe un contenu, mais on ne sait jamais comment le contenu est digéré et reçu de la part des personnes. Donc, c'est important pour l'apprenant, la personne qui reçoit le contenu, d'être clair sur ses besoins et sur les questions qu'il aurait. Donc, ça, c'est d'être un participant actif lors des rencontres qui vont avoir lieu justement dans les prochaines semaines pour les participants de cette année. Et pour justement la préparation, ben, c'est de lire les textes, de lire le RIPES, et on ne le dira jamais assez, de se préparer, de lire, de comprendre aussi, de poser des questions. Donc, les commissaires, rapporteurs, etc. sont là aussi pour répondre aux questions sur leurs textes. Les présidences de commission aussi sont là pour encadrer ce genre de questions-là. Donc, ne pas hésiter à poser des questions pour mieux comprendre et bien lire. Parce que, ben, malheureusement, on le voit, il y a certains Spécois qui arrivent avec une connaissance très sommaire des textes qu'ils vont étudier. Soyons polis, donc certains même, soyons impolis, ne les ont pas lus du tout. Donc, à partir de là, ça fait partie du jeu, donc de dire, bon, mais on a des gens qui sont très, très préparés, on a des gens qui sont très peu préparés. Donc, à partir de là, ben, puis, tu sais, ça peut être pour des raisons personnelles qui sont très valables, ça peut être pour un changement de texte ou de commission qui fait que la personne n'a pas pu en prendre compte. Donc, ça arrive. Donc, il faut prendre ça en compte. Mais dans tous les cas, ben, moi, je le dis, lire les textes, bien les comprendre, bien les saisir, faire des recherches sur les éléments qui supportent, ben, c'est la première étape. Ensuite, ben, c'est de bien comprendre les lignes politiques, de questionner son chef de groupe, puis de pouvoir faire un bon travail et d'avoir justement la curiosité et l'intérêt pour bien travailler durant l'aspect. Ok, merci. Pierre, vas-y.
Et simplement pour ajouter à ça, donc c'est pas une question directement, même si évidemment cet entretien est vraiment bien fait. Je te remercie, Kalani, pour la qualité de l'entretien et puis Jason, évidemment, pour ta participation. Pour Théodora, si tu es intéressé, comme tu peux le voir derrière, là sur les côtés, mais Kalani là aussi, on a plusieurs partenaires qui justement aussi proposent du contenu informatif. On a notamment Trait d'Union, que tu peux voir là ou là. Là, je ne sais plus, je crois que c'est ici. C'est ça. Et donc, du coup, tu pourras aussi t'informer un petit peu plus sur certaines questions actuelles de l'Union européenne. Et puis, on a aussi toute l'Europe, qui est la plus grande revue, on va dire, journal, média sur l'Union européenne et qui te donne aussi des fiches très complètes sur comment fonctionne le Parlement européen de manière assez simple et puis avec des images, des exemples. Et ça permet de bien comprendre aussi comment ça fonctionne. Donc, vraiment, n'hésite pas aussi à regarder ce que nous, on va republier, ce qu'on va repartager. Et puis, évidemment, on a des formations académiques qui vont vous être proposées. Donc, vous allez pouvoir y participer et puis pouvoir en apprendre un peu plus. Mais voilà. En tout cas, merci encore pour tout ça, Jason. C'est vraiment, vraiment passionnant. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va clore ici. Donc, Jason, je te remercie pour ta participation et pour cette rencontre qui a été vraiment riche et très enrichissante. Puis tu as un beau parcours, que ça soit tant professionnellement que spécois. Puis je remercie nos partenaires, comme disait Pierre, qui sont là vous pouvez voir sur notre petit fond d'écran. Donc un grand merci à eux d'être nos partenaires pour cette édition Luxembourg, cette 25e édition. Et je vous remercie enfin vous, donc qui avez participé puis qui étaient présents pour cette deuxième rencontre. Donc je vous rappelle aussi que si jamais vous désirez, s'il y a d'anciens Spécois qui nous écoutent, si vous désirez nous faire part aussi de votre joli parcours professionnel et de témoigner sur votre expérience à la SPEC, n'hésitez pas à me contacter par message, donc paulassociatif@spec.org, paul.associatif@spec.org. Donc merci à tous. Bonjour à tous.